Bonjour à tous et merci de suivre RTI 1. Tout de suite, les trois titres de ce nouveau journal. La remise officielle en Côte d'Ivoire du prix international d'alphabétisation 2021 de l'UNESCO. Le grand vainqueur, c'est le groupement des alphabétiseurs par les technologies de l'information et de la communication. Cérémonie hier dans la commune de Cocody en présence de la première dame Dominique Ouattara. Dans ce journal également, deux événements pour reconnaître l'importance de la forêt et des ressources en eau. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'eau et hier la célébration de la journée internationale des forêts. En Côte d'Ivoire, le gouvernement engage des actions fortes pour préserver eau et couverts forestiers. Enfin, en Guinée-Conakry, le début aujourd'hui des assises nationales pour aller à la réconciliation. En Côte d'Ivoire, l'organisation non gouvernementale dénommée Groupement des alphabétiseurs par les technologies de l'information et de la communication, grand vainqueur du prix international d'alphabétisation édition 2021. Cette distinction, faut-il le préciser, a été créée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. La cérémonie de remise de ce prix a été présidée hier dans la commune de Cocody par la première dame Dominique Ouattara. Les détails, Jérôme Kofi Aboula. Un prix, le prix international UNESCO Confucius d'alphabétisation. Un lauréat au titre de l'année 2021, le groupement des alphabétiseurs par les technologies de l'information et de la communication, GATIC, une ONG ivoirienne. Le prix a été remis officiellement à son grand gagnant ce lundi en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Comme son nom l'indique, le prix international UNESCO Confucius d'alphabétisation est initié par l'UNESCO pour encourager l'alphabétisation fonctionnelle des adultes en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Dans la perspective de la lutte contre l'analphabétisme, l'UNESCO a eu des résultats avec un projet mené à Korogo avec le programme alimentaire mondial, avec des groupements de femmes agricultrices. Une femme alphabétisée, lorsqu'elle est alphabétisée, elle envoie ses enfants à l'école. Donc c'est ce cercle vertueux en faveur de l'éducation que l'UNESCO et le système des Nations Unies sont heureux de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. Avec ce prix attribué à l'ONG ivoirienne GATIC, la Côte d'Ivoire se voit honorée à travers sa politique d'alphabétisation conduite par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La titulaire de ce département, Maria Toukone, est ici représentée par son collègue de l'enseignement supérieur. La présente rencontre nous offre l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à veiller à ce que d'ici à 2030, tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, d'hommes et de femmes sachent lire, écrire et compter conformément à la cible 4.6 de l'ODD 4. Conformément à cette cible, mon département ministériel, qui s'inscrit dans la logique du développement du capital humain dont la Côte d'Ivoire a besoin pour transformer structurellement son économie, est résolument engagé à promouvoir la littératie et la numératie. Ainsi, à travers sa stratégie nationale d'alphabétisation, il déploie des centres d'alphabétisation prenant principalement appui sur le réseau des écoles primaires répartis sur l'ensemble du territoire national. En tant que marraine, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est félicitée de la tenue de cette cérémonie. L'importance de l'alphabétisation n'est plus à démontrer. C'est pourquoi je soutiens toutes les actions de promotion de l'alphabétisation, au nombre desquelles le prix international UNESCO Confucius d'alphabétisation, initié par l'UNESCO, qui encourage particulièrement l'alphabétisation fonctionnelle des adultes en milieu rural et des jeunes non scolarisés en utilisant les nouvelles technologies. En ce qui me concerne, avec ma fondation Children of Africa, j'accorde une attention particulière à la scolarisation de nos enfants afin que plus tard, ils ne soient pas confrontés au handicap de l'analphabétisme, mais surtout qu'ils puissent aspirer à un bel avenir.
Le prix international UNESCO Confucius d'alphabétisation a été créé en 2005 avec le soutien du gouvernement chinois. Pour l'édition 2021, le lauréat part avec une enveloppe d'une valeur de 15 millions de francs CFA, une médaille et un diplôme. Une enveloppe de 33 milliards de francs CFA pour le financement du projet usine semi-industrielle des femmes de Côte d'Ivoire. C'est ce que vient d'obtenir le ministère ivoirien de la femme, de la famille et de l'enfant. La ministre Nassene Touré, qui séjourne actuellement aux États-Unis, a rencontré les dirigeants de ONU Femmes, entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes, et les responsables du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Les précisions de Ami Sissoko. À New York, la ministre Nassene Touré multiplie les rencontres en vue de renforcer les partenariats entre son ministère et les institutions des Nations Unies. Avec Sima Sami Baous, secrétaire générale adjointe de l'ONU et directrice exécutive d'ONU Femmes, il a été question du financement du projet IFAM, un programme pour l'alphabétisation numérique des femmes via le mobile. Autre financement évoqué, celui du projet usine semi-industrielle des femmes de Côte d'Ivoire, USIFEMC. Financement à hauteur de 33 milliards de francs CFA sur 5 ans, dont l'accord a été obtenu de Sima Sami Baous. Avec le directeur des programmes de l'UNICEF, Sanjay Wijesekera, les échanges ont porté entre autres sur l'appui technique et financier des services et structures de prévention des violences, exploitation et pratiques néfastes faites aux enfants, le renforcement des capacités des acteurs et des familles pour une meilleure connaissance des lois, des services et des procédures de protection des enfants. Le directeur des programmes de l'UNICEF a rassuré la ministre Nassene Touré de l'examen diligent de ces requêtes afin de les soumettre aux différents partenaires de l'institution. À la mission permanente de Côte d'Ivoire à New York, la ministre Nassene Touré s'est entretenue avec Maria José da Fonseca, la secrétaire d'État à l'égalité et l'inclusion de la République du Timor oriental en Asie du Sud-Est, est venue solliciter le soutien du gouvernement ivoirien à la candidature de son pays au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2024-2026. Outre ces audiences, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a pris part à l'événement virtuel parallèle à la CSW66 organisé par l'Association internationale des femmes pour la paix. C'était autour du thème « Renforcer la voix collective des hommes, leadership et prise de décision, éducation à la paix pour l'autonomisation des femmes ». L'événement virtuel a enregistré la participation en ligne de plus de 350 délégations à travers le monde. Direction à présent au Ouagadougou, au Burkina Faso, avec les activités du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente. Marcel Amontano, à la tête d'une délégation, a été reçu en audience il y a quelques jours par le président burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le Conseil de l'Entente veut ainsi soutenir le Burkina Faso en proie aux récurrentes attaques djihadistes. Pour en parler, Laure Goretti et Abou Sanogo. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Marcel Amontano, rencontre le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Objet de la visite, soutenir le Burkina Faso suite aux pertes en vies humaines liées aux attaques terroristes que connaît le pays des hommes intègres depuis quelques années. Je viens d'être reçu par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Je lui ai transmis un message du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente, le président Faure Esozimna Yassimbe. Je lui ai présenté les condoléances et exprimé la compassion du Conseil de l'Entente. Marcel Amontano a souligné que c'est un devoir pour l'organisation sous-régionale d'être solidaire au président et au peuple burkinabé. Le Burkina Faso est un pays membre du Conseil de l'Entente. C'est une famille, c'est un pays frère. Et lorsqu'un membre de la famille est malade, il est normal que nous nous rendions à son chevet pour s'enquérir de son état de santé. C'est ce que nous sommes venus faire. La mission du Conseil de l'Entente, donc, se veut une mission essentiellement humanitaire. Le Burkina Faso a connu de nombreux attentats qui ont touché les populations.
il y aurait plus de 2 millions de déplacés internes au Burkina Faso, avec des besoins. Le problème humanitaire est un problème urgent. Donc le Conseil de l'Entente et ses États membres vont voir dans un premier temps comment exprimer leur solidarité au peuple du Burkina Faso. La délégation a saisi l'occasion de cet entretien avec le dirigeant du Faso pour encourager les nouvelles autorités dans la mise en œuvre d'actions visant le retour de la paix, la résolution de la crise humanitaire et la promotion de la cohésion sociale. La sécurité de l'eau pour la paix et le développement, c'est le thème du 9e Forum mondial de l'eau dont les travaux se déroulent actuellement à Dakar au Sénégal. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier en présence du président sénégalais Macky Sall. À noter que la Côte d'Ivoire est représentée par son ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Les détails, Moussa Konaté. 9e Forum mondial de l'eau à Dakar au Sénégal. Une rencontre internationale pour approfondir les réflexions sur la problématique de l'eau dans le monde. Thème de cette édition 2022, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Alors, mesdames et messieurs, à l'occasion de ce forum, disons, écrivons nous-mêmes le futur de l'eau. Reprenons la maîtrise du cycle de l'eau, car nous sommes rassemblés ici, ne voulant qu'une chose, j'en suis certain, que l'eau, la nature et l'homme redeviennent d'inséparables amis. La tâche est immense, me direz-vous, sans doute, mais elle est nécessaire. Il faut du temps, direz-vous, sans doute, alors pressons le pas, forçons l'allure. Oui, mesdames et messieurs, il y a urgence, et ces urgences, nous sommes ici à Dakar pour les crier. Gagner la bataille de la sécurité de l'eau grâce à un engagement collectif, décideurs politiques, organisations internationales, institutions financières, tous donnent de la voix pour la préservation des ressources en eau. 2,1 milliards de personnes sont contraintes de consommer de l'eau polluée et 80% des eaux sont rejetées dans la nature sans aucun traitement, mettant en péril la santé et la vie de 4,5 milliards d'individus. 90% des 1000 catastrophes naturelles les plus dévastatrices depuis 1990 sont liées à l'eau. Tout laisse croire que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pire. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous mondial de l'eau. La délégation ivoirienne, composée de représentants des ministères en charge des eaux et forêts, de l'assainissement et de l'environnement, est conduite par Laurent Tchagba, le ministre de l'Hydraulique. C'est vraiment un forum d'échange et c'est un enjeu important parce que l'eau qui est source de vie, si on ne prend pas de dispositions, va manquer. Et en ce moment, la vie n'existera plus. Donc c'est un enjeu pour nous de venir s'instruire, récupérer des expériences pour aller travailler sur le terrain. L'ouverture officielle du 9e Forum mondial de l'eau a été marquée par la remise du Grand Prix Hassan II de l'eau, une récompense destinée aux acteurs engagés dans la protection de l'eau, décernée cette année à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Célébration hier de la Journée internationale des forêts et commémoration aujourd'hui de la Journée mondiale de l'eau. Deux événements pour reconnaître la valeur et l'importance des forêts et autres ressources en eau. Le message du gouvernement ivoirien est lu par le ministre des Eaux et Forêts. Alain Richard Donvailly est au micro de Didier Nguessan. La forêt et l'eau sont deux ressources indispensables à la survie de l'humanité. Aujourd'hui, la déforestation et la pollution de l'eau constituent une menace pour l'environnement et pour l'homme. Ces facteurs favorables au changement climatique interpellent les décideurs à la prise de conscience. La célébration de la Journée internationale de la forêt ce 21 mars et celle de l'eau ce 22 mars incite le gouvernement ivoirien à apporter des réponses aux menaces qui pèsent sur ces ressources naturelles. Ces deux ressources d'une importance vitale pour l'humanité sont célébrées
autour de thématiques qui visent à sensibiliser les populations sur la nécessité de leur gestion durable. L'édition 2022 de la Journée internationale des forêts a pour thème « Les forêts, une production et une consommation durable ». La thématique relative à l'eau est quant à elle intitulée « Les eaux souterraines, rendre l'invisible visible ». Ces thématiques nous invitent à apporter des réponses courageuses et responsables aux menaces qui pèsent sur ces ressources naturelles en vue d'assurer leur préservation pour les générations actuelles et futures. Ces facteurs favorables au changement climatique interpellent les gouvernants à plus d'engagement. Il convient à cet effet d'engager des actions fortes pour non seulement gérer de façon durable ces précieuses ressources, mais également pour les protéger. De cette façon, nous contribuerons à la réalisation des objectifs de développement durable et à la construction d'une économie résiliente. Cette année, la Journée internationale des forêts et la Journée mondiale de l'eau se tiennent au moment où le Conseil mondial de l'eau organise à Dakar la 9e édition du Forum mondial de l'eau autour du thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». La préservation et la gestion durable des ressources forestières et des ressources en eau transcendent les frontières des États. Alain Richard Donvaï appelle à la mobilisation de tous en vue de maintenir leur diversité, leur productivité ainsi que leur capacité à régénérer et réguler le climat. La vaccination et le respect des gestes barrières pour mettre fin au coronavirus. 4 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'annonce le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte actuellement 81 667 cas confirmés de coronavirus, 80 829 personnes guéries, 796 décès et 33 cas actifs. Poursuivons ce journal avec ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le MENA, porte à la connaissance des populations que l'opération d'établissement d'actes de naissance aux élèves du cours moyen 2, le CM2, qui n'en disposent pas, a démarré hier, lundi 21 mars 2022, dans les écoles primaires publiques sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, les parents des 69 523 élèves concernés sont priés de se rendre dans les écoles de leurs enfants pour les formalités au plus tard le vendredi 8 avril 2022, délai de rigueur. À l'issue de cette opération exceptionnelle, les élèves sans extrait d'acte de naissance ne pourront pas être candidats pour la session 2022 de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires, le CP. Signé Mamadou Binaté, le directeur de cabinet. Toujours en Côte d'Ivoire, cette table ronde autour du thème « Le financement des institutions d'enseignement professionnel et technique, cas des secteurs de l'industrie extractive et des TIC ». Il s'agissait pour les professionnels des mines et des TIC d'exprimer leurs besoins en termes de compétences. Les explications de Khalil Diomandé et Jean Djadji. Des professionnels issus du secteur des mines, des TIC et de l'éducation en Côte d'Ivoire, réunis pour plancher sur la question du financement des institutions d'enseignement technique et professionnel. Un financement qui nécessite, au préalable, l'analyse des besoins des entreprises afin d'offrir de meilleurs débouchés aux élèves. Dans notre secteur, nous avons des besoins en matière de compétences à élargir dans les métiers télécom TIC. Nous avons également besoin de partenariats pour concevoir, déployer des offres de formation et de renfort de capacité dans les différentes filières du secteur des TIC. Les besoins en ressources humaines se multiplient sur des métiers type excavation, toute une partie de l'ingénierie minière et de la technologie minière pour lesquelles nous avons besoin de renforcer les capacités, que ce soit en formation initiale ou en formation continue.
Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage entend adresser ses besoins en mettant l'accent sur la qualité de l'offre de formation. L'adéquation formation-emploi est un des défis que nous devons relever. Nous allons approcher les fêtières en vue d'avoir de façon continue leurs préoccupations, leurs besoins en compétences afin d'adapter nos programmes de formation à ces besoins. En février 2022, le ministre de tutelle a annoncé la mise en place de l'Académie des talents ACT, un concept innovant qui vise à faire du dispositif de l'enseignement technique et professionnel un laboratoire de talent. Porter le taux d'insertion des jeunes diplômés à 90% est la priorité de ce projet. Jacquesville, localité située dans la région sud de la Côte d'Ivoire, a accueilli récemment une rencontre d'échange pour valider la gouvernance des frontières du pays. Une initiative du secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières. Le point, Franck Quadio. Les questions transfrontalières sont aujourd'hui l'épicentre de nombreux enjeux tant économiques que sécuritaires. L'élaboration donc d'une politique nationale de gestion intégrée des frontières, PNGIF, est une solution envisagée par l'État ivoirien depuis le 16 juin 2021. Il s'agit de faire de ces espaces des havres de paix et de sécurité. Cette rencontre de Jacquesville centralise les conclusions d'une série d'activités diagnostiques sur les questions de gestion frontalière. Au niveau des frontières, nous avons des problèmes économiques, des problèmes de développement, des problèmes sécuritaires, des problèmes sanitaires. Et tous ces problèmes-là, il faut pouvoir réfléchir sur ces problèmes-là, faire en sorte que nos populations qui sont aux frontières se sentent sécurisées. Il s'agit en clair de valider les différents postulats découlant de précédentes rencontres tant nationales que sous-régionales. Cet atelier-là vient prendre en compte l'ensemble des problèmes parce qu'il y a toute une évolution des problématiques aux frontières. Et en raison du fait que nous n'avons pas encore délimité formellement la frontière avec les voisins, en dehors des pays anglophones, le Libéria, le Ghana, nous sommes actuellement à des limites administratives qui sont des présomptions de limites et les travaux de délimitation et de démarcation par les commissions mixtes vont nous permettre de démarquer ces frontières, de matérialiser ces frontières-là. Bon point relevé donc par l'Union africaine, mais aussi par le partenaire financier, le PNUD. La question des frontières va au-delà de la simple dimension sécuritaire. Ça regorge un enjeu régional. Donc, à cet effet, le PNUD, en appuyant ce processus, voudrait s'assurer qu'une approche holistique et intégrée imprègne les différents travaux d'assistance que nous apportons. Cette rencontre de Jacquesville dure 3 jours. L'étape à venir sera la validation du document de politique nationale pour enfin sa remise officielle au Premier ministre, président du comité technique national. Toujours en Côte d'Ivoire, ce séminaire de validation du plan d'action stratégique triennal 2022-2024 et du plan de travail opérationnel 2022 de la direction des affaires financières. Les travaux et discussions se sont déroulés récemment à Dabou, dans la région sud du pays. Les précisions de Jean-Louis Gwangbo. Tous les agents de la direction des affaires financières du ministère de l'économie et des finances en conclave pour 2 jours dans ce complexe hôtelier à Dabou. Leur mission, identifier les actions pertinentes susceptibles de renforcer la performance globale de cette direction en vue de la hisser au sommet de la hiérarchie des directions des affaires financières du pays. Le travail que nous faisons s'inscrit dans la droite ligne du travail gouvernemental. Dans son projet donc de gouvernement, le président de la République a donc parlé de la Côte d'Ivoire solidaire et chaque ministère a donc décliné dans ses actions. Il était donc question pour le ministère de l'économie et des finances de mettre en place un plan de travail annuel. Toutes les actions qui peuvent être menées afin d'atteindre les résultats qui ont été fixés par le ministre de l'économie et des finances. Chaque responsable devra passer en revue les actions inscrites dans le plan d'action stratégique. Ces actions seront ensuite déclinées en activités dans un plan de travail opérationnel. La validation s'effectuera action par action. Le but étant, comme pour l'ensemble du gouvernement, de s'inscrire dans une dynamique de renforcement, de transparence et de recherche de la performance dans la gestion des politiques publiques.
Un nouveau siège pour la Fédération nationale du patronat des entreprises privées de sécurité de Côte d'Ivoire. Ces nouveaux bureaux sont situés dans la commune de Cocody. Ils ont été inaugurés récemment lors d'une cérémonie. Pas comme Didi et Didier Nguessan. La Fédération nationale du patronat des entreprises privées de sécurité de Côte d'Ivoire s'offre de nouveaux bureaux dans la commune de Cocody, à Angré. Cela pour amorcer la nouvelle vision des dirigeants d'entreprises exerçant dans le domaine de la sécurité. La professionnalisation du secteur, la déclaration des employés à la sécurité sociale et des rémunérations en rapport avec la réglementation. La première action, on va faire une très grande réunion, on va réunir toutes les sociétés de sécurité pour leur donner notre plan stratégique. C'est-à-dire que la première chose, on leur dit attention, il faut que nos employés que nous utilisons soient payés souvent à la réglementation. C'est-à-dire que avoir le minimum, appliquer le SMIC et appliquer la prime de transport. Que de 30 000 francs, le SMIC de 60 000, ça fait au moins 90 000. Ensuite, il faut qu'ils puissent déclarer les employés à la CNPS. Il faut qu'ils puissent établir des bulletins à leurs employés pour ceux qui n'établissent pas. La fédération bénéficie du soutien de la Direction de la surveillance du territoire, DST, et de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. Avec toute la période difficile qu'ils ont traversée, de voir ce courage, cette vision et cette volonté, cette force de pouvoir continuer les activités, accompagner leur secteur d'activité, la CGCI ne pouvait qu'être présente. La fêtière des entreprises privées de sécurité existe depuis 2017 et compte 203 sociétés de sécurité agréées. Religion, une nouvelle église pour la communauté Papa Nouveau de Nigissaf dans le département de Jacqueville, dans la région sud du pays. Cet édifice religieux a été consacré récemment en présence du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagbar, également parrain de la cérémonie. Pour en parler, Godefroy Okambawa. L'église Papa Nouveau de Côte d'Ivoire s'agrandit avec la consécration de cet édifice religieux bâti dans le village de Nigissaf. Nous sommes dans le département de Jacqueville. À travers des chants de louanges et d'allégresse, les fidèles venus des contrées du département expriment leur reconnaissance à Dieu. La joie est totale. Et je demande à Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible, qui est le début et la fin de toutes choses, de le combler de cette divine grâce. Le prédicateur du jour a invité les fidèles à toujours demeurer dans la foi de l'Église. Nous qui sommes ses serviteurs, ne pouvons seulement que nous mettre à son service, conduire son peuple à bon port comme il l'attend. Notre souhait, c'est qu'il nous donne la force à travers les enseignements de notre saint prophète pour que nous puissions conduire le peuple de Dieu comme l'attend notre Seigneur Jésus-Christ. Attaché aux actions de paix, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagbar, parrain de cette consécration, a exhorté les fidèles à renforcer cette cohésion sociale à travers leurs actions de prière. Se rassembler pour honorer Dieu, il n'y a rien de plus important dans notre vie. Et nous avons profité de cette occasion pour demander aux guides religieux de faire des prières pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le Premier ministre Hachi Patrick, pour que ces bénédictions leur permettent, n'est-ce pas, d'avoir la sagesse, d'avoir la force, d'avoir le tempérament pour bâtir cette nation dans le souci fondamental de rassembler tout le monde. C'est en 1937 que l'église Papa Nouveau est consacrée pour la première fois en Côte d'Ivoire. 85 ans après, l'église continue d'œuvrer pour la consolidation de la paix. L'église de Nigissaf, dont la pose de la première pierre a été faite par le prophète de l'église Papa Nouveau en 1988, peut accueillir aujourd'hui plus de 700 fidèles.
En image, le début aujourd'hui en Guinée-Conakry des assises nationales. Ces rencontres initiées par le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation visent à bâtir un nouveau cadre institutionnel dans le pays. À noter que le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, doit prononcer un discours afin d'inaugurer ces consultations. Enfin, toujours aucune explication de la chute brutale hier de l'avion Boeing 737 de la compagnie aérienne China Eastern Airlines dans des montagnes du sud-ouest de la Chine. À noter que les secours sont toujours à la recherche des personnes disparues et autres boîtes noires de l'appareil. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur les chaînes du groupe RTI.